toutes et à tous. Alors, je suis ravi. C'est un peu particulier comme ça de faire une keynote devant un écran. Je suis ravi d'être présent aujourd'hui pour intervenir dans le cadre de cet événement, Live Embedded Events, sur les sujets de la propriété intellectuelle et notamment de la propriété intellectuelle dans cette articulation avec les modèles ouverts, avec l'open source, l'open source hardware, on en reparlera. Alors, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien, donc n'hésitez pas à vous manifester. Je vois qu'il y a le chat. Bonjour, parfait. J'ai des retours, donc je sais que je ne suis pas seul. Super. Donc, je lance en même temps le partage d'écran. Et voilà, c'est fait. Donc, l'idée, c'est de vous parler et d'échanger avec vous sur cette convergence, en tout cas sur cette articulation entre les enjeux de propriété intellectuelle et tout ce qui est gestion immatérielle qu'on connaît traditionnellement dans le secteur industriel et l'importance croissante que peuvent prendre l'open source et l'open hardware dans le contexte notamment de l'embarqué, l'industrie de l'embarqué. Alors, premier élément peut-être d'introduction, en tout cas pour redonner les clés de compréhension de la propriété intellectuelle et revenir c'est ça, à ce qui justifie, ce qui légitime la propriété intellectuelle en tant que telle. La propriété intellectuelle, alors on dit la propriété intellectuelle, je dirais par facilité, en fait c'est les droits de propriété intellectuelle. Donc il y a une multitude de droits de propriété intellectuelle qui chacun d'entre eux répondent à une finalité particulière. Et donc il faut voir les différents droits de propriété intellectuelle comme autant j'allais dire de création de l'esprit, mais en tout cas de création légale qui amène à justifier un droit de propriété sur quelque chose d'incorporel, d'immatériel, au profit d'un acteur ou d'une entreprise, d'une organisation, parce qu'on estime que ce qui est apporté par l'acteur, l'entreprise, l'organisation à la société est suffisamment important pour que la société, en retour, lui reconnaisse ce droit de propriété intellectuelle. Et donc, c'est une sorte de contrat entre un individu qui a une entité et la société en elle-même. Donc, il y a une multitude de droits de propriété intellectuelle. Plus spécifiquement, il y a deux types de droits de propriété intellectuelle, ce qu'on appelle la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant à ce stade-là, c'est que la propriété intellectuelle, dans ces deux composantes, propriété littéraire artistique et propriété industrielle, se retrouve dans l'industrie de l'embarqué. Alors, la grande différence qu'on a entre les deux, et après j'entrerai pas dans les détails, pas plus en tout cas dans les détails de la propriété intellectuelle, la grande différence que l'on retrouve entre cette propriété littéraire artistique et cette propriété industrielle, c'est qu'en matière de propriété littéraire artistique, finalement, il n'est pas nécessaire de déposer, d'enregistrer ou de rentrer dans une quelconque démarche. Par la loi, tout ce que vous créez, tous les développements logiciels rentrent dans cette dès lors qu'ils répondent aux critères de la loi, vous donne lieu à la création d'un droit de propriété sur le logiciel qui a été développé, sur la base de données qui a été produite. À l'inverse, côté propriété industrielle, et après j'aurais fini avec ce premier grand distinguo, côté propriété industrielle, il y a toute une démarche d'enregistrement auprès de l'INPI ou de l'Office national pour détenir un brevet sur une invention, pour détenir une marque sur un signe, avoir des droits de dessin et modèle, des droits sur les topographies de semi-conducteurs, peu importe. En tout cas, ces deux pans de la propriété intellectuelle, propriété littéraire artistique et propriété industrielle, vont pouvoir être utilisés ou vont permettre de protéger, j'entrerai ensuite peut-être plus en détail sur cette notion même de protection, vont permettre de protéger ce qui est produit dans le cadre ce qui est commercialisé, je dirais, dans le cadre de l'embarqué. Alors, d'un point de vue logiciel, ça va être surtout le droit d'auteur, qui sera le droit principal, je dirais, qui permettra, par le biais de licence, soit de demander un accès, soit de vendre des licences commerciales traditionnelles, soit par des jeux de licence open source, je préciserai juste après. Ce droit d'auteur va être le socle sur la base duquel on va pouvoir amener un certain nombre d'autres acteurs à collaborer avec nous pour poursuivre justement la conception et le développement d'un logiciel. En matière aussi donc logiciel numérique, ce qu'on voit de plus en plus, pareil, je le préciserai, c'est aussi le droit il y a des bases de données. Il y a de plus en plus de données qui sont associées aussi aux technologies numériques.
et qui elles-mêmes qui prennent une part croissante et sont protégées par un droit spécifique qui est le droit sui generis des bases de données. Commun au logiciel et au matériel, on a la marque. Alors la marque, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, est indépendant, autonome. C'est un nom, c'est un signe qui va être protégé. Néanmoins, la marque d'un logiciel, donc le nom Linux, le nom Firefox, le nom Arduino, c'est un bon exemple parce qu'en plus, c'est là-dessus vraiment qu'ils axent leur valorisation. Ce sont autant de noms associés à des technologies qui sont je dirais le levier sur lequel s'appuient les entreprises ou les acteurs qui sont derrière pour contrôler d'une part qui fait quoi avec ce nom-là, mais aussi pour commercialiser et valoriser d'une certaine manière ce qu'ils ont pu eux-mêmes produire. Et dans le secteur matériel, ce qu'on voit aussi comme droit de propriété industrielle particulièrement utile, qui est utilisé, c'est les brevets, avec un certain nombre de difficultés que ça peut présenter lorsqu'on rapproche le monde des brevets et celui du numérique, ça j'y reviendrai. Et deux autres droits qui sont moins connus, mais assez présents néanmoins dans le domaine du hardware et aussi de l'embarqué, alors surtout du hardware, c'est le droit sur les topographies de semi-conducteurs. Donc ça, c'est un droit qui concerne tout ce qui est microprocesseur. Je fais très bref, hein, mais il y a un droit spécifique aux microprocesseurs. Pour information, il est très peu utilisé en dehors de l'Europe. Néanmoins, ça peut être le droit sur la base duquel ensuite on va obliger des personnes qui veulent contribuer sur la base de notre premier schéma de microprocesseur à repartager selon les mêmes termes. Donc, ça fait partie des exemples de l'application de la GPL. Pareil, en fait, dans la GNU GPL qui a été volontairement étendue au-delà du domaine du logiciel, il a été prévu que les topographies de semi-conducteurs le droit de topographie de semi-conducteurs était directement utilisable comme socle et comme manière de s'assurer du respect des licences. Et les droits des dessins et modèles, le droit des dessins et modèles, c'est ce qui concerne la représentation d'une pièce. C'est l'aspect, alors c'est plus l'apparence de la pièce, mais ça, c'est quelque chose qui est très utile, notamment dans l'open hardware, parce que souvent, c'est par ce droit des dessins et modèles qu'on va protéger et qu'on va encadrer la collaboration entre une multitude d'acteurs. Alors, je pourrais parler, je vois qu'il y a des questions, c'est vrai que c'est assez bien fait l'outil que je connaissais pas auparavant. Je vois qu'il y a une question aussi sur tout ce qui est appropriation des modèles générés par le machine learning. Alors, ça je pourrais en parler, tout ce qui est IA, associé notamment à ces logiques de... Ouais, si, en fait. J'en reparlerai, j'essaierai de l'aborder en fonction du temps qui restera par la suite. Donc, l'intelligence artificielle elle-même est sujette à un certain nombre de développement et de réflexion quant au modèle ouvert, parce qu'il y a l'open source et notamment l'open data versus intelligence artificielle. J'ai réalisé un cours là-dessus, j'ai pas dû partager. La dernière version du cours n'est pas partagée, mais je pourrais vous la transmettre pareil. Donc les logiciels libres et open source, c'est un concept qui finalement qui est alors à la fois jeune et vieux à la fois. Il est jeune à l'échelle de la propriété intellectuelle, parce que la propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui date de la Révolution, donc plus de 2 siècles. Néanmoins, la conception du logiciel libre et de l'open source sont concomitantes, donc elles sont arrivées en même temps que s'est posée la question de la protection par un droit de propriété intellectuelle du logiciel. Donc en fait, dans les années 80, lorsqu'on a reconnu un droit spécifique, lorsqu'on a reconnu une manière de protéger les logiciels par un droit d'auteur ou potentiellement par les brevets, en tout cas par des droits de propriété intellectuelle, en même temps, il y a eu cette volonté de mettre en place une collaboration autour de la construction et du développement de logiciels. Et donc dans les années 80, on a eu cette idée, cette définition de ce qu'était un logiciel libre. Donc un logiciel libre, c'est un logiciel qui permet à ses utilisateurs de pouvoir utiliser, modifier, étudier et redistribuer une version modifiée du logiciel. Donc il y avait cette idée dès le début, donc dans les années 80, qu'il était important que les utilisateurs des logiciels puissent se retrouver derrière cette définition conjointe et conserver leur liberté, ne pas être asservis par la technologie. Et c'est pour ça que j'ai mis 84-98 dans les années qui ont suivi.
au fur et à mesure que les acteurs industriels se sont eux-mêmes tournés vers le numérique, et il y a eu, et c'est le mouvement de l'open source, l'idée aussi qu'il était peut-être intéressant d'utiliser la propriété intellectuelle, non pas seulement pour justifier d'une licence, quoi, non pas seulement pour se faire payer par usage, par ordinateur, le modèle classique de licence commerciale qu'on côtoie encore aujourd'hui, mais plus comme un actif stratégique en se disant, finalement, ma propriété intellectuelle, c'est un droit que vous devez respecter, et donc si je conditionne l'utilisation de mon droit à des règles de contribution, des règles de collaboration particulières, ce que vous allez faire va pouvoir concourir à ce que moi je veux faire, on va pouvoir travailler ensemble. Donc ça, c'était, je dirais, la réflexion qui a donné lieu à l'Open Source Initiative et à tout le courant de l'open source qu'on connaît encore aujourd'hui. Les deux écoles, logiciel libre et open source, il y a des différences peut-être en termes de vision, mais en termes de moyens, et notamment les licences qui sont assujetties au logiciel libre et open source, se retrouvent complètement. Donc là, dans les deux cas, on se retrouve, lorsqu'on parle d'open source ou lorsqu'on parle de logiciel libre, dans une vision un peu alternative de la propriété intellectuelle, d'une certaine manière, puisque là, même si j'y reviendrai, on s'appuie sur des droits de propriété intellectuelle pour encadrer la manière dont vont collaborer un ensemble d'acteurs, on le fait en mettant en œuvre une logique d'absence d'exclusivité, discrimination, et en évitant autant que possible la centralisation. Donc l'open source, c'est quand même une remise en cause de la vision qu'on peut avoir de la propriété, peut-être justement parce que c'est une propriété qui est numérique, et donc de repenser la manière dont on utilise la propriété intellectuelle lorsqu'on est dans le domaine du numérique. Donc pour aller plus loin, ces logiques d'open source, finalement, cette logique de l'open source, de l'ouverture, assez rapidement, et dès les années 2000 d'ailleurs, elle s'était étendue au contenu. Alors l'exemple le plus illustratif certainement, c'est Wikipédia, aux données. Donc là, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années maintenant, on a une grosse concentration de l'énergie, notamment le secteur public, sur l'ouverture des données. Donc je ne reviens pas trop sur le détail, c'est quelque chose qui est très connu, orienté secteur public, mais ça préexiste. Pareil, dans les années 2000, il y avait déjà des projets de collaboration autour de la conception de bases de données collaboratives. Et OpenStreetMap est aussi un bon exemple d'une communauté qui fédère des acteurs publics et privés autour de ce sujet des données. Et de l'open hardware. Alors l'open hardware, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas si récent que ça, pardon. Donc dès le début des années 2000-2010, on avait déjà des courants, on avait déjà des acteurs qui travaillaient sur la manière de co-construire du matériel dans un esprit et avec des logiques notamment de licence assez proches de ce que connaît l'open source. Je reviendrai un peu plus... je pense qu'aujourd'hui, ces réflexions s'étendent notamment, j'y reviendrai sur tout ce qui est plus de l'ordre des interfaces, tout ce qui est plus de l'ordre de ce qui permet à plusieurs acteurs, à plusieurs produits de contribuer, de collaborer, de communiquer entre eux. Alors, juste pour enfoncer le clou, mais je pense que dans le contexte dans lequel je suis, en tout cas de cette conférence, c'est pas si nécessaire que ça. En revanche, aujourd'hui, on peut affirmer autant côté acteur public qu'acteur privé, et c'est intéressant, je pense, d'avoir les deux en tête, que l'idée même des modèles ouverts, qu'il y a l'idée de je partage, parce que j'ai un intérêt en tant qu'acteur, même économique, ou acteur public, à partager et à contribuer à quelque chose de plus large que mon seul besoin. C'est quelque chose qui est complètement admis, reconnu, et finalement, je dirais que tous les acteurs ont cette réflexion, ne pas s'être posé la question de est-ce que l'open source, est-ce que l'open data, est-ce que l'open hardware peut avoir un intérêt pour ma propre stratégie d'innovation, pour mon propre modèle économique, c'est une erreur. Donc c'est un peu, je l'affirme de manière un peu péremptoire, mais ce qu'on voit, c'est que la majorité des acteurs y ont pensé, à l'échelle, donc là, acteurs publics, acteurs numériques bien sûr, mais aussi des acteurs plus traditionnels, les banques, les véhicules aussi sont beaucoup sur ces sujets-là. Les éditeurs propriétaires, pareil, en fait, ont complètement, pour partie en tout cas, ont complètement intégré l'intérêt d'utiliser même partiellement
l'open source dans leur projet. Et dans le domaine du hardware, alors, ou même j'aurais pu parler de l'embarqué justement, pareil, c'est des choses qui sont ultra standardisées. En tout cas, il y a un très fort intérêt pour l'open source. L'exemple là, du Huawei qui est au centre de cet encart sur le hardware. Huawei et Google avant eux, dans le domaine des mobiles par exemple, a une stratégie open source ultra affirmée en ce moment, parce que finalement pour eux, dans des enjeux aussi qui sont géopolitiques, c'est la meilleure manière de s'assurer que tous ces logiciels et toutes ces ressources numériques qui sont nécessaires pour faire fonctionner les produits qu'ils commercialisent sont co-développés, sont partagés et donc sont accessibles aussi pour qu'ils puissent se concentrer sur autre chose que le développement logiciel. Donc il y a une vraie prise de conscience et maintenant c'est complètement affirmé par tous ces acteurs. Ce qu'on voit en parallèle, c'est que des acteurs tels que Microsoft, pour parler pas que d'eux, mais Microsoft était l'un des plus emblématiques des opposants au logiciel libre et l'open source. Et aujourd'hui, ils ont, alors de par un mea culpa, de par des acquisitions et en tout cas un certain nombre de pratiques et annonces de ces derniers mois, dernières années, complètement bousculer ou en tout cas modifier leur conception et leur position vis-à-vis de l'open source, essayant au contraire le terme d'embrasser, mais en tout cas d'intégrer complètement l'open source dans leur propre modèle économique et le soutenir autant que nécessaire. L'exemple que j'aime bien, et ça me permettra tout à l'heure, je rebouclerai sur la notion des brevets, l'exemple que j'aime bien évoquer, c'est que l'Open Invention Network, qui est une structure américaine de portefeuille défensif en matière de brevets, l'Open Invention Network, l'OIN, avait été créé à la base pour lutter contre, en réaction à l'attitude extrêmement offensive de Microsoft en matière d'open source, Microsoft opposait tous ses brevets, ou systématiquement, affirmait détenir énormément de brevets sur la technologie Linux, et sur cette base de brevets potentiels, venait assigner ou faire craindre à toute personne qui utilisait Android sur un téléphone une action en contrefaçon et donc potentiellement un coût très élevé. Aujourd'hui, donc l'Open Invention Network, c'était un portefeuille défensif. Tout le monde pouvait venir apporter ses propres brevets dans le domaine de Linux et de son environnement pour s'assurer de se protéger mutuellement et collectivement. Aujourd'hui, Microsoft a rejoint l'OIN. Donc, en rajoutant ses propres brevets, qui étaient auparavant ceux qui étaient opposés à l'écosystème Linux dans le domaine de l'embarqué, et donc en rajoutant ses propres brevets et en participant à l'effort de soutien et donc de protection de protection de l'écosystème de l'open source par les acteurs qui détiennent des brevets sur des technologies mises en œuvre dans le contexte de l'embarqué. Alors, un élément pour comprendre aussi ça, et ça fait partie des champs qui pourraient être beaucoup plus développés, mais ce qui me semble nécessaire à avoir en tête, c'est que l'open source, c'est un modèle de développement vertueux. En tout cas, ça a été démontré, ça s'est affirmé comme un modèle de développement vertueux, cette capacité à faire plus et mieux ensemble que ce qu'on peut faire seul. L'âge de Big Blue avec nos ingénieurs ne lisent pas ce qui se passe ailleurs, parce que finalement, on a les meilleurs ingénieurs et donc c'était la logique IBM des années avant les années 80, 60. En tout cas, c'était cette idée de toute l'intelligence est chez nous, on ne cherche pas à voir ce qui se fait ailleurs parce que finalement, ça ne ferait que nous ralentir. C'est clairement plus le prisme qui est pris par la société ou les acteurs de la société aujourd'hui. On est dans des logiques on co-construit autant que possible et les logiques les modèles ouverts vraiment viennent conforter et renforcent les actions renforcent collectivement les actions individuelles. De fait, ces modèles, cette manière de faire, elle transforme aussi des secteurs industriels entiers. Ça, j'en reparlerai rapidement. Mais ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup de pans de notre industrie, de notre société, on voit les acteurs évoluer, de nouveaux acteurs arriver, d'anciens se transformer. Aussi autour de ces logiques on fait plus seul, mais on fait avec. Les clients sont aussi des contributeurs, donc ils participent à la conception, à la production des produits qu'ils utilisent. Et donc, on transforme des écosystèmes entiers.
Et l'autre point que je voulais évoquer, c'est que l'open source n'est pas un modèle économique en lui-même. Ça aussi, ça fait partie peut-être des espérances de certains, j'en sais rien, mais des éléments qui avaient souvent accompagné les critiques faites à l'open source en disant non, c'est pas un open source. Alors, soit l'open source est un nouveau modèle économique et donc un peu la ruée vers l'or, misez là-dessus et vous verrez, ça viendra. Soit tout à l'inverse, des personnes très pragmatiques qui disaient bah, oui, mais si vous donnez gratuitement ce que vous vendiez auparavant, il n'y a pas lieu. Quand j'y donnais, c'est d'un point de vue droit de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que si vous mettez une licence open source là où auparavant vous aviez une licence commerciale, ça veut dire que vous perdez l'un des flux financiers antérieurs. Et oui, effectivement, c'est une critique qui était facile à construire et à entendre. Mais tout l'intérêt de l'open source est justement de reporter le modèle économique sur d'autres actifs, sur d'autres flux financiers que simplement la vente de licences. Donc on va on va partager, non pas pour perdre le contrôle, mais on va le faire pour capter la valeur, en tout cas pour amplifier et augmenter la valeur qu'on détient ou qu'on peut prétendre autour de la technologie et en capter une part, je dirais, suffisante, voire plus importante que ce qu'on aurait pu capter si on était le seul être sur le sujet. Et un exemple alors, aussi à ces sujets-là, c'est le rachat de Red Hat par IBM, donc 34 milliards en juillet 2019. Bon, ça a pris un peu de temps et tout n'est pas tout à fait bouclé, mais c'est pour moi une belle convergence aussi entre le monde matériel et le monde logiciel, cette logique c'est ça, c'est ce monde industriel et ce monde du numérique et notamment de l'innovation ouverte ou de l'open source que pouvait représenter Red Hat. Donc j'avance parce que le temps est contraint. Open source et embarqué, je rentre pas trop dans les détails, on peut le faire sans difficulté, mais les logiciels qui sont embarqués dans du matériel restent, si je confère ce que je disais tout au début sur les différents droits de propriété intellectuelle qui existent, ces logiciels restent des logiciels soumis à ce titre-là à des licences open source traditionnelles. Donc ça change pas. Ce qu'on voit néanmoins, ce qui est apparu comme besoin complémentaire lié au fait qu'il y ait de plus en plus de logiciels dans l'embarqué, c'est des logiques de thivoisation. Thivoisation, pour rappel, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était cet enregistreur numérique. Alors, je vous ai mis la petite télé avec l'enregistreur, ça fait un peu old school, mais ça montre que c'est un sujet qui n'est pas si récent, où finalement, le Linux qui était utilisé dessus et qui avait été modifié était redistribué conformément au terme de la GNU GPL qui est associée à Linux. Donc le fabricant de Thivo respectait complètement la licence. En revanche, ce qu'il avait fait, c'est qu'il y avait en fait, il ne faisait tourner sur Thivo que des logiciels qui avaient été signés par le fabricant lui-même. Donc finalement, vous pouviez très bien, en tant qu'utilisateur de la box, accéder au code source, le modifier, mais ce code source modifié ne pouvait pas fonctionner sur le matériel. Et ça, donc il y a une polémique autour de ça, mais c'est un sujet qui a trouvé sa réponse dans des clauses dites anti-thivoisation qui existent maintenant dans les licences de type GPL GNU GPL v3 ou Affero GPL, en tout cas toute la famille des licences GPL, qui disent que dans des produits de consommation, dès lors qu'il y a des signatures qui sont nécessaires pour pouvoir faire tourner les versions modifiées du logiciel, alors vous devez fournir toutes les clés de signature qui permettent les chiffrements qui permettent de faire tourner votre version modifiée du logiciel. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne retrouverez quasiment pas de GPL v3 dans tout ce qui est téléphonie ou tout ce qui est automobile, par exemple, justement parce qu'ils ne veulent pas permettre cette modification de logiciel dans ce contexte-là. Alors, pareil, c'est une grande généralité. On pourrait rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles ces licences sont généralement blacklistées dans les politiques open source de ces acteurs-là. Ce qui est vrai aussi, en tout cas, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y avait, dans le domaine de l'embarqué, une importance accrue en matière de certification, d'export contrôle, en tout cas de logique qui était plus des logiques qu'on connaissait dans le monde industriel, et qui là, finalement, parce que les acteurs étaient des acteurs qui étaient directement dans ces logiques de certification d'export contrôle, se retrouvent aussi et s'ajoutent à l'enjeu de la conformité en matière d'open source en lui-même. Sur l'open hardware, alors là, c'est l'exemple de Chris Anderson. Alors peut-être juste pour le lire plus que le paraphraser. Donc Chris Anderson, il n'y a pas si longtemps, il expliquait que l'Internet avait démocratisé la publication, la diffusion, la communication, ce qui a eu pour conséquence d'accroître de façon massive le degré de participation et de participants dans le monde digital. Donc c'est la longue traîne des bits.
La même chose est en train de se produire en termes de fabrication, la longue traîne des objets. LOM étant qu'une démonstration de faisabilité, proof of concept. Maintenant, la révolution va aussi toucher le monde matériel. Donc là, c'était il n'y a pas si longtemps, c'est lui qui avait travaillé sur la longue traîne, qui avait publié, un journaliste et acteur, un entrepreneur et beaucoup dans l'innovation aux US. Mais je pense, et sans se limiter à juste à cette explication, qu'à cette vision, qu'effectivement, de plus en plus, on voit maintenant l'intérêt de l'open hardware. L'exemple que j'ai en bas à droite, c'est la communication qu'avait fait le CERN sur les licences Open Hardware License qu'ils ont écrites. Mais l'exemple du CERN est assez intéressant de la même façon que je pourrais parler de celui dans le domaine du spatial du CNES, dans le domaine de la santé aussi avec EcoPen, quelques références que je mets un peu plus loin, je crois. On a quelques domaines comme ça dans lesquels finalement il devient assez facile de partager les plans, de partager tous les éléments qui permettent de concevoir des produits assez complexes, parce que finalement les sous-composants qui permettent d'établir ces produits complexes sont eux-mêmes des facilités, des choses qui sont partagées qui peuvent être partagées sous des licences de type open source hardware. Et donc, on se retrouve avec une collaboration accrue via des outils qui ressemblent souvent d'ailleurs on est sur du Git pour la majorité du temps, sur le partage de tous les éléments préparatoires à la construction du matériel. Et donc, la collaboration, elle se fait surtout dans la phase de design, de conception, pas nécessairement dans la phase de fabrication. Et là, je rentre peut-être moins sur les détails, mais ce qui est intéressant, c'est peut-être les partenariats ou les constructions qui se mettent en place entre les acteurs de l'open source hardware, qui travaillent beaucoup sur le partage du design et le design de nouveaux matériels, et les Fab Labs qui vont participer donc, dans les territoires. Il y a énormément de Fab Labs qui sont de tiers-lieux qui se sont créés et qui ont des machines qui permettent de matérialiser, je dirais, ces objets en open hardware. Et donc, il y a un effet conjugué des deux qui permet de produire très facilement un nombre croissant de produits open source hardware, au-delà de ce que permet de faire l'impression 3D à l'échelle individuelle, qui, à mon avis, reste toujours encore assez limité, même si ça évolue quand même plutôt rapidement. Alors, ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que lorsqu'on parle d'open source hardware, lorsqu'on parle de modèles ouverts dans le hardware, dans l'embarqué, on sous-estime, en tout cas, il y a un vrai sujet qui est celui des interfaces. Aujourd'hui, les tensions, et je pense à l'échelle européenne, mais pas que, hein, les tensions notamment en termes de normalisation des différents protocoles de communication, toutes les interfaces qui permettent à des objets de communiquer entre eux, les tensions qu'on voit entre le monde des télécoms classiques et le monde du numérique sont assez visibles et représentatives de deux mondes en fait, qui se rencontrent. Le monde des télécoms, qui était donc un monde industriel et très protection standard, je dirais, par le brevet, mais aussi logique d'exclusion, c'est chacun détient des droits sur ce qu'il a fait et il y a des licences croisées entre chacun. Donc ce monde-là qui se retrouve maintenant conjugué à celui du numérique, qui était beaucoup plus dans on partage et finalement c'est le standard qui devient la norme. Et donc la normalisation et toutes ces spécifications, toutes ces interfaces qui permettent aux différents matériels de communiquer entre eux sont tirés par les uns vers des modèles complètement ouverts et par les autres vers des modèles beaucoup plus fermés et traditionnels. Et donc, en fonction là où la normalisation se fait, on retrouve des licences plus ou moins ouvertes liées à ces interfaces. L'autre point qui boucle aussi avec le sujet qui est rapidement le sujet des données, c'est effectivement, en fait, au plus on a de matériel qui vient capter des données, collecter des données, au plus on se retrouve aussi dans cette articulation avec l'importance et la valeur des données, telles qu'elles sont captées, mais aussi telles qu'elles sont traitées, notamment par des logiques d'IA. Et on a, je pense notamment à l'échelle européenne, maintenant des stratégies en matière d'intelligence artificielle qui passent aussi par avoir de plus en plus de produits pour capter l'information aux différentes échelles et essayer de les agréger. Alors, je fais très bref sur ce point-là, mais pour moi, ça fait partie des choses qui sont importantes en termes de projection, notamment sur les modèles ouverts dans l'embarqué. C'est de penser en termes d'écosystème, se dire, mais
Finalement, si on réfléchit dans l'idée non plus de produire que pour soi, mais de produire avec les autres et d'avoir gérer de soi-même un intérêt dans cette coproduction, là, c'est de réfléchir en termes d'écosystème ouvert. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais ce qu'on peut traduire par un écosystème ouvert, c'est cette logique, on parle souvent de commun numérique aussi, mais c'est à la fois une communauté, une ressource ou des ressources partagées et construites au sein de cette communauté, donc du hardware, du logiciel, des données et bien d'autres, et les règles de gouvernance qui sont construites par ces communautés-là. Le monde de l'open source, je pense à la fondation Linux ou la fondation Eclipse, par exemple, sont énormément sur ces sujets-là. Ils créent des chapters secteur par secteur en disant, bah, tiens, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des télécoms, ainsi de suite, on va réunir tous les acteurs pour les amener à produire des données ouvertes, pour les amener à produire des logiciels ouverts, et j'en passe. Et donc, je conclue parce que le temps passe. Pour moi, les enjeux, ils sont multiples. Ce que j'ai en tête, c'est la question de la convergence numérique entre l'industrie du hardware et celle du logiciel. Je pense qu'aujourd'hui, on est en plein dedans, mais ça va prendre encore quelques années avant qu'on ait quelque chose de simple à tirer de tout ça. Il y a l'enjeu en termes d'écosystème. Ce que j'ai rapidement, juste avant, je parlais par exemple d'Apollo. C'est je crois que c'est Beidou qui est derrière. Donc, la communauté qui s'est créée autour des voitures autonomes en Chine. Vous avez énormément d'industries européennes et américaines qui maintenant vont au sein d'Apollo pour participer à l'innovation qui s'y produit, qui du coup se retrouve complètement à la fois à utiliser des produits qui sont construits, se retrouvent soumis à des règles qui ne contrôlent pas. Et donc, il y a une vraie préoccupation, à mon avis, il y a un vrai enjeu en termes de compréhension de l'importance des logiques d'écosystème et de la manière dont chacun peut y contribuer. Et ensuite, là, c'est plus aussi des considérations globales liées au modèle ouvert, mais avoir une vraie conception et compréhension de la question de qui produit la valeur et qui la capte, pour avoir une répartition la plus juste possible, et de penser en termes de maintenance, pas seulement d'investissement, d'innovation. Là, c'est encore j'enfonce des portes grandes ouvertes, mais c'est des logiques qu'on retrouve dans l'embarqué et qu'on retrouve dans l'open hardware qui n'existait pas jusqu'à il y a peu de temps. Et de penser, et je finis avec ça, mais c'est un terme qui est plutôt global, de penser aussi en termes de biens communs, en tout cas de se dire quelles sont les ressources qu'on peut coproduire dans une communauté, à l'échelle d'un collectif, pour les besoins de chacun des membres de la communauté en propre. Ça, c'est des sujets qui sont très... je parlais tout à l'heure d'EcoPen, donc il y a du domaine de la santé avec EcoPen, ou du domaine du spatial, je pense à Open Space Makers. Ils sont en plein dans ces sujets il y a certaines ressources qui sont nécessaires à ce pan de notre industrie, à ce secteur-là, pour que les utilisateurs comme les producteurs finalement convergent vers une solution unique et créent de la valeur tout autour. Voilà, pour le reste, j'étais sur les différents crédits qui sont associés aux différentes illustrations que j'ai utilisées. Donc voilà pour 30 minutes, ça passe très vite, mais les éléments que je voulais partager, qui me semblaient intéressants à partager sur la place et les fonctionnements, je dirais qu'on retrouve en termes de modèles ouverts dans le domaine de l'open source, dans l'embarqué, de l'open source hardware. Alors, je regarde les questions en même temps. Police les communautés open source hardware, telles comme GitHub pour les open source software. GitHub, c'est pas une communauté en tant que telle, c'est un outil qui permet de réunir différentes communautés, c'est vrai. Non, je pense que si vous voulez voir les communautés sur l'open source hardware, mieux vaut penser en termes de soit les chapters que vous auriez sur la Linux Foundation ou Eclipse, tels que je les évoquais tout à l'heure, il y en a une dizaine, voire même peut-être une quinzaine maintenant. Des projets comme Open Space Makers que j'ai évoqués, ou Apollo, ou la Fabrique des mobilités, qui travaille sur des boîtes à vitesse, des boîtiers connectés, des choses comme ça. Donc c'est plus, à mon avis, vous retrouverez plus les communautés dans ces écosystèmes que sur des plateformes de type GitHub. Et eux-mêmes vont utiliser GitHub, mais ils ne seront pas forcément très faciles à accéder en passant, avec GitHub en point d'entrée, à mon avis. Et après, juste pour répondre à la question des modèles qui sont générés via du machine learning,
Oui, c'est ça. Pardon. Pierre rebondit en disant que les projets open source server utilisent GitHub, autant qu'ils le peuvent, c'est ce qu'ils font effectivement. Et sur la question de l'intelligence artificielle et des modèles, là, de toute façon, aujourd'hui, et je pourrais partager les ressources que j'ai produites dans le cadre d'un cours sur IA et open source open source et open data pour l'IA. Les modèles, dès lors qu'ils sont générés directement par les algos, de toute façon, ne sont pas en eux-mêmes protégés par un quelconque droit de propriété intellectuelle. C'est un peu différent lorsqu'on est dans l'inverse, je crée un modèle et ensuite ce modèle permet de produire des données. Mais en tout cas, les logiques open source et open data ne permettent pas de saisir et de limiter d'ailleurs la diffusion, la création et de permettre une mutualisation sur les modèles qui sont générés sur cette base. Il y a des tentatives, je pense notamment aux licences de Montréal dans le domaine de l'IA, qui justement ont commencé à réfléchir sur ce qu'une licence ouverte, je dirais, pouvait permettre comme utilisation sur les modèles qui étaient générés sur la base des algos ou des données qui étaient utilisées. C'était pour répondre à la question de Philippe. Et effectivement, je rebondis sur les complétions là, de Pierre. Là, on utilise beaucoup Git. En fait, si je prends l'exemple de Open Space Makers, je sais qu'ils utilisent un Git pour tout ce qui est développement de code. Ensuite, pour les autres productions, les schémas et toutes les autres créations qui sont réalisées, alors il y a une partie documentation qui est facile à avoir sur un MediaWiki ou de ce type-là. Mais en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas d'outil aussi adapté que Git pour du partage de design ou de fichiers encore. En fait, on peut le partager sur Git, mais on n'a pas cette même finesse dans les diffs qu'on fait entre les contributions des uns et des autres. Des discussions que j'avais eues avec eux, ça faisait partie des questionnements qui se posaient. J'espère que ça a été utile. Donc, pour moi, ça fait partie des sujets vraiment qui vont gagner en importance et pour lesquels il reste encore énormément de choses à fixer.